C'est un plaisir de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec l'information dont voici le sommaire. Route Kabylie-Kouria, le bitumage redémarre. Projet présidentiel de 30 km enfin relancé. Travaux publics et entreprises trouvent un consensus. Déguerpissement des emprises avant la reprise des travaux. La Guinée montre son potentiel minier et socio-économique au Forum Afrique-Singapour. Simandou 2040 au cœur des discussions sur le développement, énergie, infrastructure et technologie. Opération épervier, renforcement de la lutte contre le trafic de produits prohibés. La CIPAP a saisi une quantité de médicaments illicites. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur une série de décrets. Décret D 2025-0167 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'hydraulique et des hydrocarbures. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er, le ministère de l'hydraulique et des hydrocarbures a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'hydraulique, des hydrocarbures et de l'assainissement et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'hydraulique, d'hydrocarbures et de l'assainissement et de veiller à leur application. Définir et de mettre en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des hydrocarbures. Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l'hygiène et de la salubrité. Assurer l'information, la sensibilisation et l'encadrement de la population en matière d'eau, d'assainissement et des hydrocarbures. Réaliser et entretenir des équipements permettant la précollecte, la collecte, l'évacuation, le traitement des eaux usées et pluviales, au transport et au recyclage des déchets liquides, domestiques et industriels. Veiller au respect des dispositions du Code pétrolier, de ces textes d'application et des dispositions contractuelles. Veiller au respect des dispositions du Code de l'eau, de ces textes d'application et des dispositions contractuelles. Procéder à l'inventaire, à la protection et à la préservation des ressources en eau et en hydrocarbures. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs au domaine de l'hydraulique, des hydrocarbures et de l'assainissement. Élaborer les chemins directeurs dans les domaines de l'hydraulique et des hydrocarbures et de l'assainissement. Prendre en compte les dimensions environnementales dans les programmes et projets des secteurs de l'eau et des hydrocarbures. Assurer la desserte en eau sur toute l'étendue du territoire national. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans les domaines de l'hydraulique conformément au Code des collectivités locales. Définir et veiller à l'application des politiques tarifaires en matière d'adduction d'eau potable, d'assainissement et de salubrité, de gaz butane et des produits pétroliers, des stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales. Participer à la supervision de l'administration pétrolière, promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs de l'hydrocarbure et des hydrocarbures, promouvoir la recherche pétrolière et gazière, veiller à l'approvisionnement des populations en produits pétroliers et dérivés de qualité, veiller à la structure du prix des produits pétroliers et au bon fonctionnement du système de péréquation dans le cadre de l'homologation des prix des produits pétroliers et dérivés sur toute l'étendue du territoire national. Délivrer les licences ou autorisations de construction et d'exploitation des produits pétroliers et des stations-service, des dépôts pétroliers et gaziers et des raffineries conformément à la réglementation en vigueur. Promouvoir l'utilisation du gaz butane, délivrer les licences ou autorisations de promotion du gaz butane conformément à la réglementation en vigueur.
coordonner, impulser et assurer le suivi des programmes et projets de développement dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale, organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Article 2. Le ministère en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures a désormais la charge de coordonner toutes les questions relatives à l'assainissement liquide et solide, à la gestion des eaux usées et pluviales, à la planification, au suivi des infrastructures d'assainissement ainsi qu'à l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural. Chapitre 2. Organisation. Article 3. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures comprend un secrétaire général, un chef de cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 4. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions d'hydraulique, un conseiller chargé des questions économiques, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 5. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Ciment du 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, un contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service de communication et des relations publiques, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 6. La direction générale est la direction générale de l'assainissement. Article 7. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'hydraulique, la Direction nationale des hydrocarbures. Article 8. Les services rattachés sont la cellule nationale de coordination de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, la cellule nationale de coordination de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, la structure focale de l'autorité du bassin du Niger, ABN, la structure focale du projet d'aménagement du massif du Fouta, la structure focale de l'Union du fleuve Mano. Article 9. Les organisations publiques autonomes sont le Service national d'aménagement des points d'eau, SNAP, le Fonds de l'hydraulique, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, l'Agence de régulation des eaux, la Société des eaux de Guinée, le Fonds d'appui à la promotion du gaz butane, FAPGaz, la Société guinéenne des hydrocarbures. Article 10. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 11. Les services déconcentrés sont ceux prévus par les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 12. Les organes consultatifs sont la Commission nationale de l'eau, la Commission nationale de l'assainissement et de l'hygiène, le comité d'importation des produits pétroliers, le comité paritaire de la structure des prix des produits pétroliers, le conseil de discipline. Chapitre 3, dispositions finales. Article 13. Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 14. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 15.
Des arrêtés du ministre en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés et services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 16. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 17. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 27 août 2025, signé général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0168 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère du Commerce. Le président de la République, vu la charte de transition, décrète article 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère du Commerce a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du commerce et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de commerce et de veiller à leur application, élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à la promotion et au développement du commerce. Veiller au respect de l'application des règles en matière de concurrence, de prix, des poids et mesures, de contrôle de qualité et de sécurité alimentaire. Établir et développer des partenariats dans le domaine du commerce. Promouvoir l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation dans le domaine du commerce. Participer aux négociations relatives aux conventions, accords et protocoles dans tous les domaines d'activité économique. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une réglementation en matière d'urbanisme commercial. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère du Commerce comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions commerciales et de la qualité, un conseiller chargé des questions économiques, un conseiller chargé de mission et un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simandou 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le service hygiène, santé et sécurité, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence, la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité. Article 6. Le service rattaché est le service des déclarations descriptives des importations et des exportations. Article 7. Les organismes publics autonomes sont l'Agence guinéenne de promotion des exportations, l'Office national de contrôle de qualité. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont ceux prévus par le décret organisant les administrations régionales et préfectorales. Article
Article 10. Les organes consultatifs sont la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le Comité national consultatif permanent de la concurrence et des prix, la Commission nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le Comité national de la sécurité sanitaire des aliments, le Comité directeur du cadre intégré, renforcé et d'appui à la politique commerciale, le Comité national du Codex Alimentarius, le Comité national des indications géographiques, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 11. Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du Bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13. Des arrêtés du ministre du Commerce fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14. Des arrêtés conjoints du ministre en charge du commerce et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a écrit le 27 août 2025 signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0169 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la charte de transition, décrète article 1, mission et attribution. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'industrie, de petites et moyennes entreprises, de contenu local, d'investissement privé, de partenariat public-privé et de veiller à leur application. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à la promotion et au développement de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, des investissements privés, des partenariats publics, privés et du contenu local. Veiller au respect des dispositions de la loi relative au contenu local, veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel, veiller à l'application de la réglementation en matière d'implantation et d'exploitation des unités industrielles, mettre en œuvre la politique nationale qualité en matière de normalisation, de certification, d'essai, d'accréditation et de métrologie. Veiller au respect du système qualité au sein des entreprises industrielles et des petites et moyennes entreprises. Établir et développer des partenariats dans les domaines de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les petites et moyennes entreprises et industries. Promouvoir l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation dans les domaines de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, participer aux négociations relatives aux conventions, accords et protocoles dans tous les domaines d'activité économique, participer à l'élaboration de la réglementation en matière d'urbanisme industriel,
veiller à l'application du Code des investissements et évaluer son impact sur l'économie nationale. Améliorer la compétitivité du pays pour accroître l'attractivité de la Guinée, encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement. Soutenir les projets et programmes d'investissement et des partenariats publics-privés d'intérêt stratégique initiés par d'autres ministères. Assurer le montage, le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets d'investissement et des partenariats publics et privés en relation avec les autorités contractantes et de veiller à leur mise en œuvre. Veiller à l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Intégrer la propriété intellectuelle dans les stratégies sectorielles de développement, promouvoir la créativité et les innovations technologiques, assurer la protection des droits de propriété industrielle, participer à la création de parcs et zones de développement industriel et de petites et moyennes entreprises, prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère, prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions industrielles et des investissements privés, un conseiller chargé des questions de PME et du contenu local. Un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simando 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'industrie, la Direction nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local. Article 6. Les services rattachés sont le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, l'Observatoire national de la compétitivité du pays, ONCP, l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, 3AE, la Direction des partenariats publics privés, DPPP. Article 7. Les organismes publics autonomes sont l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée, l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels de Guinée, AGESPI, le Centre pilote de technologie industrielle, CPTI, le Fonds de développement industriel et des PME, FODIP, le Fonds de garantie des prêts des entreprises, FGPE, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, IGNM. Article 8. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont ceux prévus par le décret organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 10. Les organes consultatifs sont le Conseil national de l'industrie, Guinée Business Forum, le Comité national de coordination et de développement de la propriété intellectuelle, le Comité national des indications géographiques, le Conseil de discipline. Chapitre 3, disposition finale. Article 11.
Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale du Bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13. Des arrêtés du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés et services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 27 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0170 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Énergie. Le président de la République a vu la charte de transition décrète. Article 1. Mission et attribution. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er, le ministère de l'Énergie a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'énergie et de veiller à leur application. Procéder à l'inventaire, à la protection et à la préservation des ressources énergétiques. Élaborer les stratégies, plans, programmes et projets dans le domaine de l'énergie. Élaborer les schémas directeurs dans le domaine de l'énergie, prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du secteur de l'énergie, assurer la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans le domaine de l'énergie conformément au Code des collectivités locales. Encourager et soutenir les initiatives ou les projets de transformation des déchets en énergie. Promouvoir la recherche et l'utilisation des énergies renouvelables. Promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur de l'énergie. Promouvoir le genre et l'équité dans les activités du ministère. Coordonner, impulser et assurer le suivi des programmes et projets de développement dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Énergie comprend un secrétaire général, un chef de cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller économique, un conseiller chargé des questions d'infrastructure et institutionnelles, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont
l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simondo 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le service des affaires juridiques, un contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service de communication et des relations publiques, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale des énergies renouvelables, la Direction nationale des énergies conventionnelles. Article 6. Les organismes publics autonomes sont l'Agence de la maîtrise de l'énergie, l'Agence nationale des énergies renouvelables, l'Agence guinéenne d'électrification rurale, la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, la Société électricité de Guinée. Article 7. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 8. Les services déconcentrés sont ceux prévus par les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 9. Les organes consultatifs sont le Conseil national de l'énergie, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 10. Des décrets fixent les statuts des organismes publics, le mode d'organisation de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 11. Les décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 12. Des arrêtés du ministre en charge de l'énergie fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'énergie et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Les travaux de bitumage de la route Kagbele-Kouria, longtemps interrompus, reprennent. Un consensus a été trouvé entre le ministère et les entreprises avec comme première étape le déguerpissement des emprises. Aboubakar Junior Camara pour en savoir un peu plus. L'un des facteurs qui ralentit les travaux de construction de la route Kagbele-Kouria et l'occupation anarchique des emprises. Indemnisés, mais ses concitoyens continuaient d'occuper ces emprises. Pour accélérer donc la cadence des travaux, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics se rend sur le terrain pour constater l'effectivité du déguerpissement. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter le chantier parce que nous avons déjà discuté au bureau avec l'ensemble des entreprises qui ont des contrats sur ce tronçon-là. Et c'est un projet qui était complètement à l'arrêt et à cause de certains petits problèmes. Donc c'est ce que nous avons cherché à lever comme obstacle et redémarrer les travaux. Et nous avons constaté effectivement que les travaux ont démarré. C'est une route importante pour la capitale Conakry. Elle permet vraiment de dégager Conakry et de sécuriser la RN1, qui est la route principale. Ce chantier de 30 km en 2x2 voies est inscrit dans le portefeuille des projets de priorité présidentielle. 3 entreprises nationales travaillent sur le projet afin de terminer les travaux de cette route qui va servir de contournant pour la municipalité de Koya. Nous avons eu beaucoup de difficultés liées à l'encombrement de l'emprise de la route. Et ça date de 2022-2023 jusqu'à maintenant.
il y avait beaucoup d'obstacles. Et avec l'arrivée du ministre des Travaux publics, nous avons eu une réunion et il a aussitôt décidé, dès le moment que nous avons parlé de ces obstacles, et la journée d'aujourd'hui avait été retenue pour venir lancer les travaux de déguerpissement ou de dégagement de l'emprise. Financée entièrement par le budget national de développement, la route Kabylie-Nkouria doit désenclaver la nouvelle décharge avant de désengorger la rentrée de Conakry par la route nationale numéro 1. Hors du pays, précisément en Belgique, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté, poursuit sa visite de travail. Il a échangé avec la ministre belge de la Migration sur les défis liés au phénomène migratoire. Une solution concertée est en cours d'étude. Conakry et Bruxelles cherchent à renforcer leur coopération dans ce domaine. Makemendozo. Entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, les relations sont au beau fixe. Cette visite officielle du chef de la diplomatie guinéenne à Bruxelles en est le parfait témoignage. Reçu par la ministre belge de la Migration et de l'Intégration sociale, Dr Maurice Anda Kouyaté est venu détailler les propositions de Conakry sur la question migratoire, un sujet qui occupe une place centrale côté belge. On a parlé de la coopération entre nos deux pays, les défis que les deux pays fassent. Et j'en suis sûre qu'avec une bonne coopération, qu'on va arriver à avoir des résultats pour la Guinée et pour la Belgique. Il y a des défis qu'on a des deux côtés et j'en suis sûre qu'avec la coopération et avec le chat qu'on a eu pour qu'il y a des pas en avant des deux côtés en fait. Cet entretien est essentiellement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale concernant les questions migratoires. Le ministre Kouyaté a réaffirmé la disponibilité de l'État guinéen à travailler de façon concertée avec la Belgique dans le respect des textes et de la dignité des compatriotes. Le problème sur la migration, c'est que nous sommes en train en Guinée de renverser la situation avec le programme Simandou 2040 que j'ai décrit à Madame la ministre. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'action des Guinéens qui viennent pour s'insérer dans ce grand programme. Donc nous avons besoin de nos ressources humaines. Nous ne voulons pas qu'elles partent. Et celles qui sont parties, nous voulons les attirer pour qu'elles reviennent. Donc, on n'est pas un pays qui pousse ses citoyens à la migration illégale. C'est pourquoi nous allons travailler ensemble dans l'intérêt des deux pays pour que tout cela se fasse dans le respect total des droits des humains. Et la Guinée est devenue un pays nouveau. Ah oui. Qui a choisi une nouvelle vision avec le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et je suis sûr et certain que la Guinée va encore continuer à monter plus haut dans la coopération internationale sous son leadership. La ministre belge a salué ce déplacement du chef de la diplomatie guinéenne pour Bruxelles afin de débattre des défis auxquels les deux pays font face, notamment la migration irrégulière. A ajouté que le chef de la diplomatie a également échangé avec l'avocat et les autorités belges sur la situation de l'ex-ambassadrice Madame Doucouré Aïssatou. La Guinée brille au Forum Afrique-Singapour en mettant en lumière ses recherches minières et le programme Simandou 2040. Le pays saisit cette vitrine internationale pour promouvoir ses ressources naturelles et son potentiel de développement socio-économique durable. Omar Barry. Du 26 au 28 août 2025, la Guinée a marqué de son empreinte le Forum Afrique-Singapour, un événement stratégique dédié à la stimulation des échanges commerciaux et des partenariats entre l'Afrique et l'Asie. Représenté par le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé, accompagné de la conseillère à la présidence Maïmouna Diarabi, ainsi que d'une forte délégation, la Guinée a fait valoir ses atouts miniers et la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, notamment le programme Simandou 2040.
La Guinée a saisi cette occasion qui a réuni acteurs publics et privés autour de discussions sur divers secteurs clés, notamment l'énergie, les infrastructures, la logistique, l'agriculture et la technologie, pour mettre en avant ses ressources naturelles et son potentiel de développement socio-économique durable et responsable, en particulier grâce au programme Simandou 2040. Le séjour de la délégation guinéenne a été ponctué de rencontres essentielles avec les dirigeants de divers secteurs. L'une des premières rencontres notables a eu lieu avec Top International Holding, un géant du secteur énergétique et minier opérant en Asie-Pacifique et en Guinée. Les discussions ont porté sur le transfert de compétences, l'exploitation de la bauxite ainsi que sur la création de synergies pour maximiser les retombées locales. La délégation guinéenne a également échangé avec l'Académie de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique Scala, spécialisée dans la formation personnelle en logistique. Le but: établir un partenariat pour former les jeunes Guinéens au métier de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, en ligne avec les objectifs du programme Simandou 2040 et de Simandou Academy, dédié au renforcement du capital humain. Au centre des discussions, le programme Simandou 2040 a été présenté comme la clé du futur socio-économique de la Guinée. Le ministre Ismaël Nabé, en tant que panéliste, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une vision de croissance inclusive basée sur une industrialisation verte, une amélioration des infrastructures et une valorisation des ressources humaines locales. Les efforts de la Guinée ont également attiré l'attention de Temasek Holdings, le fonds souverain singapourien. Des discussions ont été menées pour explorer un partenariat stratégique dans le cadre de la création d'un fonds souverain guinéen, permettant ainsi de mieux financer et gérer les projets structurants liés à Simandou 2040. Lors de la table ronde de la Guinée placée sous le thème Simandou 2040, industrialisation verte, investissement et croissance inclusive, le ministre Ismaël Nabé a présenté les 5 piliers de ce programme hautement stratégique. L'honneur a été donné à la Guinée pour que nous participions aux différents panels thématiques pour parler du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. C'était une belle occasion aussi de reconnecter avec des amis, avec des entreprises. Nous avons visité l'académie de logistique. Vous savez, Singapour, c'est la plaque tournante de logistique un peu partout dans le monde. Nous avons discuté avec cette académie qui est prête à se mettre en contact très rapidement et faire un accord de partenariat pour permettre aux jeunes Guinéens pour venir apprendre et se retourner en Guinée. Au-delà de cela, nous avons aussi eu l'honneur d'être reçus par mon homologue, mon ami, le ministre de l'Industrie, mais aussi qui s'occupe du développement aujourd'hui de Singapour. Le ministre Tam nous a vraiment reçu, il nous a écouté, et on les a parlé de la vision de notre leader, le général Mamadi Doumbouya, mais aussi la vision de la Guinée les 15 prochaines années. Nous avons aussi organisé un dîner pour parler avec les investisseurs singapouriens, les investisseurs asiatiques, pour parler de Simandou 2040, mais aussi de parler du projet Simandou. Singapore has a lot to offer in terms of the designing and the planning of even the Simandou site as well. Singapour est très connu surtout dans l'élaboration des politiques et c'est à travers surtout la planification dont on se fait travailler dans ce domaine et aussi à partager l'expérience de Singapour. Le ministre Nabé a souligné l'importance de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés capables de répondre aux défis économiques et industriels de demain, conformément à la vision du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui entend faire de la Guinée une terre d'opportunités et de destination pour les investisseurs internationaux, tout en assurant une croissance inclusive pour le peuple souverain de Guinée. Dans l'actualité également, la Guinée se prépare à accueillir le Transform Africa Summit en novembre à Conakry, événement qui remplace la semaine numérique. En amont de cet événement, la ministre des Postes et Télécommunications a réuni Smart Africa et les acteurs concernés pour finaliser les préparatifs. Une dizaine de chefs d'État et plus de 3000 participants sont attendus autour du numérique. Kadiatou Suleiman Keita.
Depuis 2020, la Guinée rêve d'organiser le Transform Africa Summit, le plus grand rendez-vous continental tenu par Smart Africa. Aujourd'hui, grâce à la vision du président général Mamadi Doumbouya, ce rêve devient réalité. Nous avons pu avoir la confiance de nos partenaires et de pouvoir faire de cette semaine du numérique un Transform Africa. Et grâce à l'égide du chef de l'État, la conduite gouvernementale de Monsieur le Premier ministre Baroui, nous sommes enfin arrivés à recevoir le continent au mois de novembre prochain. Tous les partenaires sont autour de la table et aujourd'hui nous avons reçu une délégation de Smart Africa qui est venue voir le niveau de préparation de la Guinée et comment vraiment aligner les efforts pour que cela soit un événement historique pour le continent. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de discuter avec le gouvernement, avec les différentes agences, pour voir comment on peut ensemble préparer cet événement et réussir la préparation de cet événement et son exécution ici à Conakry. Le Transform Africa Summit, qui remplace la semaine numérique, constitue une opportunité exceptionnelle pour le ministère de la Culture. Il permettra de mettre en valeur le savoir-faire et la créativité guinéenne auprès d'un public continental et international. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vendre un peu notre patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel. Avec une vitrine comme celle-là, Smart Africa, avec une dizaine de chefs d'État au minimum qui viendraient chez nous vendre la culture guinéenne, notre musique locale, l'alimentation guinéenne, l'accoutrement avec l'artisanat, je pense que nous avons un excellent rôle à jouer. À travers ce sommet qui se tiendra en novembre à Conakry, les autorités guinéennes ambitionnent de faire de la Guinée une destination de choix et un acteur majeur du numérique sur le continent. Dans un autre registre, à Tombolia, les autorités locales lancent la restauration des forêts classées. À Antag, plusieurs plans sont mis en terre pour protéger les près de 8 hectares de couvert végétal. Les gardes forestiers reçoivent des consignes strictes pour surveiller et prévenir toute agression humaine. Mohamed Lamine Camara, reportage. La forêt classée d'Anta s'étend sur une superficie estimée à près de 8 hectares. À ce jour, ce patrimoine forestier subit une agression massive due à une déforestation effrénée. Cette destruction entraînée par des pratiques comme l'exploitation forestière et les feux de brousse. À cette situation, des actions citoyennes sont initiées par les autorités locales de Tombolia pour restaurer le couvert végétal de cette forêt classée. Ici, plusieurs plans sont mis à terre. Les conseillers communaux de Tombolia, à l'unisson, ont décidé derrière le premier responsable que nous sommes pour que cette campagne que nous débutons aujourd'hui en termes de reboisement puisse se poursuivre jusqu'à ce que toutes nos forêts sur cette bande soient restaurées. Il faut que par la densité de les ressources forestières, cet indicateur qui désigne le territoire pour l'exprimer en hectares ne soit pas un vain mot. Cette dynamique de reboisement des forêts classées de Tombolia consiste à préserver la densité forestière de cette municipalité. Pour ce faire, les gardes forestiers sont à nouveau mis à contribution pour sauvegarder une des forêts urbaines de Conakry. Le constat a été amer que l'année dernière, à l'occasion des 100 jours, les plans qu'on a mis en terre ne soient plus là. Il n'y a vraiment pas de raison qui justifie cela. Alors on a dit aux cantonniers que c'est désormais des mesures qui seront à côté de suivi effectif des plans que nous avons mis en terre cette fois-ci. Dans les prochains jours, cette campagne de reboisement va s'étendre sur les autres forêts que regorge la commune de Tombolia, notamment la forêt de Dabompa. Dans le même panorama, à Kankan, 2000 plants d'espèces diverses sont plantés pour revitaliser la vie végétale de la ville. Ce geste d'un fils du terroir vient soutenir les efforts de la mairie dans sa politique de reboisement. Le plan de riposte vise à restaurer le couvert végétal dans les 57 quartiers de Nabaya et à intensifier la lutte contre le réchauffement climatique. Djamokaba. Le projet de revégétalisation de la commune urbaine de Kankan
devient de plus en plus une réalité. Pour appuyer les efforts de la municipalité, la diaspora guinéenne affiche ses intentions en abaya. Elle apporte sa contribution en remettant 2000 plants d'espèces différentes pour améliorer le cadre de vie. Un geste d'un fils du terroir résidant en Allemagne engagé à réanimer la vie végétale de Kakanabaya. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la déforestation et le changement climatique, dans l'espoir de contribuer à un environnement plus sain et durable de notre région. Ce que M. Kaba a fait, nous demandons à tout le monde à faire comme lui, à prendre l'exemple sur lui, pour l'amour qu'il a pour son pays. Le plan de riposte contre le changement climatique implique le curage des caniveaux. Météo et Timbo, deux quartiers inondables, choisis pour s'attaquer au problème d'insalubrité publique pendant cette période hivernale. Nous allons procéder à la sensibilisation pour que la population essaye d'adhérer à cette initiative, à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, à ne pas salir les caniveaux. Nettoyer, c'est bon, mais à ne pas salir, c'est encore plus meilleur. On nous demande à tout le monde d'observer la propriété, de ne pas mettre les ordures dans les caniveaux que nous sommes en train de curer. Sinon, les conséquences, c'est tout le monde qui va en subir à travers la maladie et en plus de cela, les inondations. Par ce nouvel engagement, l'objectif est de stimuler le développement local pour relever le défi de l'assainissement et de la lutte contre les caprices du climat. Et puis, le ministre de l'Information et de la Communication a animé une session de vulgarisation du projet de nouvelle constitution à l'Office guinéen de publicité. François a également salué les efforts du personnel et de la direction dans le redressement de la structure. Plus de détails avec Tcherno Ousmane Diallo. En première ligne dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution à travers les médias et autres supports de communication, le ministère de l'Information et de la Communication s'assure que toutes les directions sont impliquées dans le processus. À l'Office guinéen de publicité, le ministre remet officiellement le projet de nouvelle constitution dont les principales innovations et enjeux sont expliqués par le conseiller juridique. Puisque l'OGP en tant que régulateur de la publicité en Guinée est un service transversal, nous avons jugé utile de faire appel à tous les employés de l'OGP pour accueillir le ministre de l'Information et de la Communication dans nos locaux et avec lui discuter du projet de la nouvelle constitution afin que chaque employé de l'OGP se l'approprie et pour que chaque employé de l'OGP contribue à son niveau à la vulgarisation. Aujourd'hui, l'OGP, nous sommes prêts et nous allons véhiculer ce message-là. Déjà en interne, nous allons le faire au niveau de chaque département, au niveau de chaque service, au niveau de chaque agence. Au nom du ministre de l'Information et de la Communication, le secrétaire général du ministère a mis l'occasion à profit pour rendre hommage aux travailleurs de l'OGP et à la direction générale pour les efforts dans le redressement de cette structure et pour leur contribution à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant ces 4 dernières années. Nous sommes en train de nous engager vers une nouvelle ère. Et donc, du coup, la première chose, c'était donc de remercier le directeur général de l'OGP, l'ensemble de ses collaborateurs, et vous qui êtes tous ici aujourd'hui pour nous donner l'opportunité de parler de cette constitution. La deuxième chose, nous savons tous d'où vient l'OGP, nous savons dans quelle situation la direction actuelle l'a trouvée. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui, au niveau du cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, non seulement de remercier le directeur général et ceux qui sont en train de travailler avec lui, mais aussi vous remercier vous tous qui depuis quelque temps consentez aussi des sacrifices pour que la tâche qui a été confiée au directeur général, que cette tâche-là soit accomplie. L'engagement de l'OGP dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution permet de toucher sur l'ensemble du territoire des millions de citoyens à travers ses plateformes et son vaste réseau dans l'univers de la communication.
La synergie générale Mamadi Doumbouya inaugure une nouvelle antenne dans la commune urbaine de Kabylie. Les membres de cette antenne ont été installés au quartier Tobolon 1. Sa mission, promouvoir les acquis du CNRD et renforcer la communication de proximité sur la nouvelle constitution. Marwan Kamara, Ismaël Nabé. C'est par cette cantique religieuse que les leaders religieux du quartier Kabylie Plateau ont accueilli la délégation du secrétariat général des affaires religieuses. El Haj Karamo Diawara et sa suite sont venus vulgariser le contenu du projet de la nouvelle constitution auprès des citoyens de la commune urbaine de Kabylie. Nous voulons à travers vous les religieux, le message que vous diffusez, ça doit être un message de paix, de rassemblement, de vivre ensemble, de la bonne cohabitation. Comme dans les autres communes de Conakry, cette tournée de vulgarisation enclenchée par le secrétariat général des affaires religieuses a eu des échos favorables à Kabylie. L'initiative consiste à mobiliser la communauté religieuse afin d'améliorer la communication dans les lieux publics. Toutes les 13 communes de Conakry est découverte. Nous avons sillonné toutes ces communes et nous avons senti à travers la réaction de la population une satisfaction, une compréhension et une adhésion. Donc je sais qu'autour des imams, autour des chefs religieux, ils vont participer activement à vulgariser le contenu du projet de cette nouvelle constitution à nos populations. Cette journée citoyenne marque la dernière étape de la campagne de vulgarisation engagée par le secrétariat général des affaires religieuses dans les 13 communes de la capitale. Tout à fait autre chose. Le 25 août commémore le 11e anniversaire de la Fondation internationale Ahmed Sékou Touré et le 67e anniversaire de l'allocution historique du président Ahmed Sékou Touré. Ce jour rappelle le courage du peuple guinéen face au colonialisme. Pour la FIAST, il s'agit de préserver cette mémoire, de la transmettre aux générations futures et de rappeler que la liberté se défend et se mérite. Son enseignant, Diane Hassane. Le 25 août, une date symbolique pour la Guinée. Il y a 67 ans, elle marquait un tournant vers l'indépendance. C'est dans l'enceinte des cases de Bellevue que la Fondation internationale Ahmed Sékou Touré pour la paix a célébré dans le recueillement et la fierté son 11e anniversaire et la 67e année de l'allocution historique du président Ahmed Sékou Touré. Ce jour-là, il prononce un discours qui marquera jamais l'histoire africaine. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. On a fait remuer en fait le cœur de la nouvelle génération pour leur faire apprendre l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, de ne jamais oublier à leurs œuvres. En ce jour de reconnaissance, la FIAST a réaffirmé son engagement à défendre la mémoire du président Ahmed Sékou Touré et à promouvoir ses idéaux, paix, dignité et souveraineté. Cette lutte ayant pris ses racines dans le syndicalisme, regroupa inexorablement des forces ouvrières, talon d'Achille d'une organisation mouvementée qui débouche sur la formation de notre parti politique, le PDG RDA, section guinéenne du RDA. La Fondation a également salué les efforts constants du président Mamadi Doumbouya pour la paix et l'amélioration des conditions de vie des Guinéens.
Nous vous amenons à Forêt-Caria où la construction de 2 centres de santé améliorés a été lancée dans la sous-préfecture de Moussaya et Pamalap. Cette initiative du ministère de la Santé vise à rapprocher les services de soins des populations à travers tout le pays. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a posé la première pierre avec un délai de réalisation fixé à 12 mois. Tcherno Maroufba, Sidiki Sissé, reportage. La construction de 50 centres de santé dans tout le pays continue de se matérialiser sur le terrain. Dans la préfecture de Forêt-Caria, 2 centres de santé améliorés vont très bientôt sortir de terre. Cette pose de première pierre symbolise la réalisation du premier centre dans la sous-préfecture de Moussaya. Un délai contractuel de 12 mois est donné à l'entreprise contractante. La construction de ce centre de santé amélioré permettra de découvrir au moins 95% de la population desservie en créant un environnement propice à la prévention des maladies. Notre responsabilité quant à la qualité des prestations, au respect des engagements contractuels, à la sécurité des opérations, à la conformité des ouvrages aux services livrés. Notre mobilisation des moyens humains, matériels, financiers nécessaires pour garantir la bonne exécution du projet dans le respect des exigences du maître ouvrage. Le second édifice va être construit dans cette localité frontalière de Pamalap. La construction de ces infrastructures sanitaires vise à décentraliser l'offre de soins dans cette préfecture. Le président de la République, il n'aime pas les poses de première pierre. Tout simplement parce qu'en général, les entreprises qui sont recrutées ne respectent pas les délais. On pose la première pierre pour normalement un délai de 12 mois. On se retrouve à 3 ans, 36 mois, jusqu'à 48 mois sans que l'infrastructure ne sorte de terre. C'est pourquoi à un moment, il a dit qu'il ne posait plus de pierre tant qu'on n'est pas sûr du respect des délais. Le ministre de la Santé, il y tient. Il faut vraiment inaugurer ces centres l'année prochaine. La construction de ces centres de santé améliorés vient ainsi renforcer le système de santé dans les zones les plus éloignées de la capitale, Conakry. Restons à Pamalap pour boucler cette édition. La compagnie d'intervention de la police aux frontières réalise une saisie de médicaments illicites dans le cadre de l'opération Épervier. Depuis le déploiement dans la zone spéciale de Forêt-Caria, la CIPAF intensifie sa présence sur le terrain, traquant le trafic de stupéfiants et de produits prohibés le long des frontières. Colonel Morikaba. C'est suite à une alerte donnée par un citoyen de Pamalap que le commissariat spécial aux frontières, en collaboration avec la CIPAF, a mené une opération dans le secteur Bouraya. Lors de cette intervention, un important stock de produits pharmaceutiques illicites a été découvert. Selon les spécialistes, la majorité de ces médicaments sont impropres à la consommation. Les produits qu'on a saisis, moi, je peux dire que ces produits ne sont pas bons. Comment on peut prendre des produits pharmaceutiques qu'on doit consommer, aller camper ça dans la brousse? C'est pas dans une pharmacie. D'ailleurs, c'est des produits, quand vous vérifiez tout de suite, vous verrez, beaucoup sont périmés. Les propriétaires, ils veulent que ces produits-là soient évacués en Guinée et avoir seulement de l'argent. Nous sommes contre ça. Pour nous, c'est un poison pour la population. Le combat ne fait que commencer. Ça va continuer partout les frontières de la Guinée. Sous la direction du général de division Guénabassori Kamara, directeur général de la police nationale, la CIPAF a pour mission de démanteler les réseaux criminels et de lutter contre le trafic de drogue et autres fléaux sociaux le long des frontières. Nous sommes très déterminés à n'importe quel moment, que ce soit la nuit, la pluie ou le soleil, nous sommes prêts à bondir sur le lieu. Et j'informe tous les citoyens que nous allons bannir tout le mal, quelle que soit la criminalité, le trafic. Rien ne passera par la frontière. Cette saisie comprend 32 cartons de comprimés et 12 sacs remplis de sirop. Déclarés impropres à la consommation, ces produits sont désormais mis hors d'état de nuire pour garantir la sécurité des populations. Cette édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Restons fiers de notre
notre Guinée, ce paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Passez une belle soirée en compagnie de la chaîne qui a pour mission de vous servir.